Le soleil déclinait sur les toits rouillés de coupe-bois. L'air portait cette odeur, familière de poussière chaude, de charbon et d'espoir fragile. Dans la petite maison des Okafor, un silence apaisant régnait, seulement troublé par le bruissement d'un manuel de droit. Esin, 19 ans, était assise sur une natte tressée, le dos appuyé contre un mur lézardé. Son doigt suivait les lignes imprimées d'un vieux livre récupéré aux ordures. « Toute personne a droit à la dignité de sa personne, » murmura-t-elle. « Et aucun individu ne doit être soumis à la torture. » Continua-t-elle en grattant le texte avec un surligneur presque sec. Ses yeux brillaient, non pas de bonheur, mais d'une flamme rare, la volonté de devenir quelqu'un, de se battre avec les mots et les lois. La porte gronda lentement. Son petit frère, Chijioke, entra essoufflé, les pieds nus couverts de poussière. Il tenait un sachet plastique presque vide. « Zini, maman dit que c'est tout ce qu'on a pour ce soir. » Il déposa 2 tomates, un oignon minuscule et un petit morceau de poisson gris sur la natte. « Ça ira, » dit Esin avec un sourire forcé. « Va laver tes mains, je vais préparer ça. » C'était un soir comme tant d'autres, jusqu'à ce que le destin frappe. Un voisin surgit, essoufflé, les yeux agrandis par la panique. « Ezen, c'est ton papa ?» Il a eu un accident sur la route de Zuba. On dit qu'un camion militaire l'a percuté. Ils ont dit que... Il est mort. Un silence s'abattit. Puis le hurlement, celui de leur mère, tombée au sol, hurlant comme si le monde venait de se déchirer. Esin, elle, ne bougea pas. Ni larmes ni cris, seulement un vertige froid, un trou dans la poitrine, et un seul mot qui flottait dans l'air étouffé de la maison. Pourquoi? Le silence ne dura que quelques secondes, mais dans le cœur d'Esin, c'était une éternité. Le voisin se tenait là, les mains sur les genoux, haletant, comme s'il avait couru pour échapper à la mort elle-même. Et il était sur la route de Zuba. On dit qu'un camion militaire est sorti de sa voie. Il l'a percuté de plein fouet. Il n'a pas survécu. Je suis désolé, Zini. Derrière lui, d'autres voisins s'étaient rassemblés. Personne n'osait parler. On entendait au loin les muezzins appeler à la prière. Ironie du sort, Ezen sentit le monde s'éloigner d'elle, comme si ses oreilles étaient sous l'eau. Le manuel de droit tomba de ses mains sans bruit. Elle tourna lentement la tête vers sa mère. Madame Okafor venait de s'écrouler à genoux. Ses bras battirent l'air avant de s'effondrer lourdement. Elle hurla. « Un tchoukwo, mon mari, mon mari !» Les femmes du quartier accoururent pour la retenir, mais elle se débattait comme une lionne blessée. Son pagne était remonté, ses cheveux dénoués. Elle hurlait en igbo, en anglais, en prière. Des mots brisés, mêlés à des cris d'une douleur animale. Chijioke, figé, lâcha le sachet. Les tomates roulèrent au sol. Il ne comprenait pas. Il leva les yeux vers Esin, tremblant. « Zini, papa, il est où ?» Esin ne répondit pas. Elle n'avait plus de voix. Elle s'agenouilla lentement, comme une marionnette à qui l'on aurait coupé les fils. Elle prit son frère dans ses bras et le serra contre elle. « Papa est parti » souffla-t-elle. Et pour la première fois depuis des années, Esin ne savait plus quoi faire. Le pilier de la maison s'était écroulé, et l'air, ce soir-là à Coubois, semblait plus lourd que jamais. Les jours suivants passèrent comme dans un rêve fiévreux, un cauchemar sans réveil. Le corps du père fut rapatrié à l'hôpital de Guagualada. Une identification rapide, un certificat médical qui parlait de traumatismes multiples et de collision avec un véhicule lourd. Aucun militaire n'était mentionné, aucun nom, juste des cases cochées à la hâte. Le cercueil fut léger, trop léger, comme si l'homme qui avait porté leur famille, toute sa vie n'était plus qu'une ombre. Le quartier s'était rassemblé, selon la coutume. On chanta, on pria, on pleura. Mais tout cela semblait loin d'Esin. Elle était là, droite, silencieuse, tenant la main de Chijioke pendant qu'on descendait le corps de leur père dans le sol brun, à peine humidifié. Sa mère, voilée de noir, était restée assise toute la cérémonie, fixant le cercueil sans un mot, comme si son esprit avait fui. Les jours suivants, la maison n'était plus qu'un tombeau avec des murs. Le ventilateur grinçait sans tourner. La natte sur laquelle Esin révisait restait roulée. Personne ne cuisinait. Personne ne parlait. Madame Okafor s'asseyait du matin, jusqu'à la nuit sur le petit tabouret de bois de son défunt mari, devant le mur décrépit du salon. Elle fixait un point invisible. Parfois, elle marmonnait. « Oh, ce n'est pas un accident.
Il allait dénoncer. Il m'avait dit « Je l'ai supplié ». Elle tournait la tête, comme si elle entendait quelqu'un l'appeler. Puis elle retombait dans le silence. Chijioke avait arrêté de poser des questions. Il dormait en serrant contre lui une photo de leur père, pliée et rafistolée au scotch. Esin, elle, portait tout. Le ménage. La cuisine, quand il y avait encore quelque chose à faire bouillir. La lessive, même si plus personne ne salissait de vêtements. Mais surtout, le silence. Un silence lourd, épais, tendu, celui de ceux qui savent que quelque chose ne va pas, mais qui ne savent pas à qui le dire. Chaque soir, Esin fixait le plafond effrité. Elle n'avait plus la force de réviser. Mais chaque nuit, une seule phrase tournait dans sa tête comme une litanie. « Je dois tenir ». La pluie tombait fine, presque timide, ce matin-là sur Kubwa. Les gouttes frappaient le toit de tôle en rythme irrégulier, comme si le ciel lui-même hésitait à pleurer davantage. Esin était debout depuis l'aube. Elle avait balayé la cour, lavé les assiettes de la veille, puis nettoyé les vitres. Des gestes mécaniques pour ne pas penser, pour ne pas craquer. Dans le coin du salon, sa mère n'avait pas bougé. Toujours assise sur le même tabouret, les cernes sous ses yeux étaient devenues des ombres permanentes. Mais ce jour-là, elle parla, pas à voix haute, pas d'un ton clair, un chuchotement, comme un secret arraché au gouffre de la folie. « Tu sais pourquoi ils l'ont tué, Esin? Ce n'était pas un accident. » Esin se figea, son torchon à la main. Elle tourna lentement la tête. « Maman, ton père m'avait dit qu'il avait découvert des choses sur le chantier, de l'argent disparu, des matériaux détournés, des noms puissants. » Elle rit, un rire sec brisé, un son qui n'avait rien de joyeux. Je lui ai dit, ne te mêle pas de ça. Garde ta bouche fermée. Mais ton père, tu sais comment il était, honnête, droit, trop droit pour ce pays tordu. Esin sentit une décharge électrique lui traverser la poitrine. Il allait dénoncer quelqu'un. Plusieurs. Il voulait aller voir un journaliste. Il avait même des preuves. Dans une pochette bleue. Tu te souviens de cette pochette, Esin? Il l'avait toujours avec lui. Et elle n'était pas dans ses affaires. Elle a disparu. Comme lui. Le silence revint, mais plus glacial. Plus tranchant, Esin sentit quelque chose bouger en elle. Un mélange de colère et de vertige. Son père, assassiné pour avoir voulu faire ce qui est juste, et si c'était vrai, et si ces gens étaient toujours là, dehors, puissants, impunis, elle sentit la nausée monter. Mais aussi une certitude, quelqu'un devait parler. Et si ce n'était pas lui, ce serait elle. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une odeur de terre mouillée et de métal rouillé. Un vent chaud passait entre les murs de la maison au Okafor, soulevant par moments les feuilles d'un vieux cahier posé sur la table. Assise devant un vieil ordinateur dans un cybercafé à moitié vide, Esin fixait l'écran tremblante. La connexion était lente, les ventilateurs grinçaient au plafond, et un groupe de garçons riait bruyamment dans le coin, jouant à un jeu de tir. Mais elle n'entendait plus rien. Elle appuya une dernière fois sur la touche « Entrée ». Et là, son nom apparut. Esin Okafor, accepté à la faculté de droit. Université de Lagos, première sélection. Ses mains restèrent suspendues au-dessus du clavier. Une chaleur envahit sa poitrine. Ses yeux s'embuèrent. Puis elle posa les deux paumes sur sa bouche pour étouffer un cri. Un rire nerveux s'échappa malgré elle. Elle se leva brusquement sous le regard surpris du gérant. « Papa, je l'ai fait. Je l'ai fait, papa. » Elle sortit précipitamment du cybercafé, courant comme une enfant à travers les ruelles poussiéreuses de Kubwa. Elle voulait hurler, sauter, danser. Elle avait réussi. Le rêve de son père. Son propre rêve. Devenir avocate. Se battre pour les sans-voix. Mais dès qu'elle franchit le seuil de la maison, la réalité la gifla. Sa mère était assise dans le noir, les factures empilées sur la table. Chijioke dormait sur le sol, un vieux cahier posé sur son torse, une bougie presque fondue à côté de lui. La radio grésillait dans un coin, annonçant les nouvelles coupes dans les subventions scolaires. Esin s'assit et relut l'email d'admission. Frais d'inscription, 180 000 naira. Logement, 250. Service 0. Manuels recommandés, 800 000. Transport, fournitures, repas. Elle baissa lentement le téléphone. Le rêve brillait. Mais il brillait très loin. Elle n'avait rien. Même pas de quoi acheter une paire de chaussures neuves. La maison était déjà menacée de saisie à cause des dettes médicales de son père. Elle passa la nuit à fixer le plafond, les yeux ouverts. Son cœur battait d'espoir et de peur. Elle n'avait jamais été aussi proche, et pourtant si loin.
Elle se répéta à voix basse, encore et encore. « Sir, il doit y avoir une solution. Je ne peux pas laisser ça mourir. Pas après tout ça. Pas après lui. » Mais elle ignorait encore que la solution viendrait du diable en costume blanc. Le lendemain soir, Abuja s'illuminait lentement. Les enseignes des bars clignotaient dans le vacarme des motos, des klaxons et des cris des vendeurs de rue. L'air était encore lourd, chargé de poussière rouge et de regrets. Ezine sortait du cybercafé de Coubois, le même que la veille. Elle y avait passé 2 heures à comparer les prix des manuels, à rêver sur des photos du campus de Lagos, à recalculer le budget en espérant faire apparaître de l'argent là où il n'y en avait pas. Elle traversa la rue, les pensées embrumées, quand une berline noire s'arrêta devant elle. Silencieuse, lustrée, étrangère au décor. La vitre se baissa lentement. Un homme à la peau claire, costume blanc impeccable, lunettes dorées, la salua d'un sourire poli. « Bonsoir, mademoiselle Okafor. » Elle recula instinctivement d'un pas. « Qui êtes-vous? »« Ah, je suis envoyé par Chief Adedayo. Il a entendu parler de votre situation, votre réussite, vos résultats scolaires et votre malchance récente. Il souhaite vous aider. » Ezine fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait rien. « Comment sait-il pour moi? Qui lui a parlé de moi? » L'homme ouvrit sa sacoche en cuir et tendit une enveloppe beige. À l'intérieur, une lettre d'engagement. Papier à en-tête officielle. Signature en bas. Une bourse complète. Frais universitaires, logement, livres, vêtements, transport, tout. Elle lut, bouche entr'ouverte. C'était réel, plus que réel. En échange, de quoi? Demanda-t-elle d'une voix méfiante. Le sourire de l'homme ne vacilla pas. Ah, de votre présence. Chief organise des événements. Gala, dîner, conférence. Il aime être entouré de jeunes gens brillants. Rien d'exigeant, juste de la compagnie. Vous représenterez sa fondation. Un silence. La rue s'était figée autour d'elle. Les bruits semblaient lointains. Le vent s'était arrêté. Ezine pensa à sa mère, à Chijioke dormant à la bougie, à la tombe de son père, à son rêve qui prenait l'eau, et cette main tendue dans la nuit. « Puis-je y réfléchir ?» demanda-t-elle. « Le chief part demain matin pour Lagos. Si vous acceptez, vous serez dans le train avec lui. Vous commencerez les cours lundi. Une voiture viendra vous chercher à 6 heures. » Il tendit une carte. « La balle est dans votre camp, mademoiselle. Mais les trains ne repassent pas souvent. Surtout ceux qui changent une vie. » La berline s'éloigna dans un murmure. Ezine resta là, seule au milieu de la route, l'enveloppe à la main. Le vent reprit, soulevant légèrement les bords de son pagne. Le ciel d'Abuja était lourd de nuages. Mais ce soir-là, il ne pleuvait pas. Pas encore. Il était près de minuit. Dans la petite chambre qu'elle partageait avec Chijioke, Ezine n'arrivait pas à fermer l'œil. Le ventilateur au plafond grinçait à chaque rotation, comme pour ponctuer ses pensées tourmentées. Sur la natte à côté, son petit frère dormait profondément, les bras enroulés autour de son cahier de dessin. Sa respiration lente et paisible contrastait avec le tumulte dans la tête de sa sœur. L'enveloppe beige reposait sur ses genoux. Elle l'avait relue 5 fois. Les mots ne changeaient pas. Une vie meilleure offerte sur un plateau. Mais à quel prix? Elle n'avait parlé à personne, ni à sa mère, qui ne disait plus grand-chose depuis l'enterrement, ni aux voisins, ni à son ancienne professeure. Elle savait ce que chacun lui dirait. « Méfie-toi, c'est trop beau, trop dangereux. » Mais la vérité était simple et brutale. Elle n'avait pas d'autre choix. À 6 heures du matin, une berline blanche attendait au coin de la rue. Le même chauffeur, le même sourire. Ezine sortit avec un sac en toile à moitié vide, un seul pantalon de rechange, 2 cahiers et un téléphone sans crédit. Avant de monter, elle regarda une dernière fois la maison. Sa mère dormait encore, affalée sur un fauteuil. Chijioke, les yeux mi-clos, lui avait dit « Tu vas où, Zini ?» Elle avait embrassé son front et soufflé. « Je reviens, je te le promets. » Dans la voiture, le silence était propre, trop propre. Le cuir sentait le luxe, les vitres étaient teintées et l'air conditionné lui glaçait la nuque. Ils roulèrent jusqu'à la gare centrale. Le chief les attendait sur le quai VIP. Chief Adedayo, un homme massif, élégant, vêtu d'un boubou ivoire aux broderies dorées, des lunettes de soleil cachant son regard. 2 gardes du corps silencieux derrière lui. Il l'accueillit d'un sourire doux, presque paternel. « Ezine, la future avocate. Bienvenue dans ta nouvelle vie. » Il lui tendit la main. Elle hésita une seconde, puis la serra. « Merci, Chief. » Elle avait voulu dire autre chose, poser une question, faire une remarque, mais ses lèvres ne bougèrent plus. Ils montèrent dans un wagon privé.
Canapé en cuir, plateau de fruits frais, bouteille d'eau minérale. Rien à voir avec les trains qu'elle avait connus. Le voyage vers Lagos commença, lentement, en silence. Et dans ce silence, Esin sut qu'elle venait de signer un pacte. Pas avec une plume, mais avec sa présence, son corps, son silence, et peut-être son âme. L'air était plus lourd qu'à Abuja. L'humidité collait à la peau. Les klaxons formaient une mélodie agressive et continue. La ville ne dormait jamais, pas même à la tombée du jour. La voiture roula sans un mot jusqu'à un complexe luxueux, protégé par une grille noire surmontée de caméras. À l'intérieur, des palmiers parfaitement taillés, des murs blancs éclatants et une odeur de citronnelle parfumée. Esin descendit intimidée. Elle avait vu des hôtels à la télévision, mais jamais de ses yeux. Le hall brillait sous des lustres immenses. Des serveurs en uniforme s'inclinaient en silence. Chief Adedayo l'accueillit comme si elle était une invitée de marque. Il lui prit doucement le coude. « Viens, on t'a préparé une chambre. Tu dois être épuisé. » Elle hocha la tête, sans savoir si c'était de la fatigue ou de la peur. Un groom les mena jusqu'au dernier étage. Une suite, vue sur la lagune. À l'intérieur, un lit gigantesque, une salle de bain en marbre, des robes neuves suspendues à un portant. Sur la table de chevet, un iPhone, une carte bancaire, une lettre d'accueil à l'université de Lagos. Tout était prêt. Trop prêt. « Tu es spécial, Esin, » dit Chief, sa voix plus basse maintenant. « Je sens en toi une flamme, une vraie force. Et je t'aiderai à briller. » Il s'assit sur le bord du lit. Elle resta debout, les bras croisés. « Ah, merci. Chief, je vous suis reconnaissante. Mais j'espère que ce n'est pas comme ça. Que ce que vous attendez de moi n'a rien à voir avec ça. » Il sourit. Un sourire calme, mesuré. « Tu es libre, bien sûr. Mais dans ce pays, rien n'est gratuit. Ce que je veux de toi, ce n'est pas ton corps, c'est ta loyauté, ton élégance, ta compagnie. Tu es une perle. Et les perles ne se gardent pas dans l'ombre. » Puis il se leva, s'approcha lentement. « Demain, tu seras présenté à la fondation. Dîner officiel, ambassadeur, ministre, tu n'auras rien à faire. Juste être là, belle, intelligente, brillante. Tu peux faire ça. N'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas. Ses doigts serrèrent la sangle de son sac comme si c'était une corde de sauvetage. « Bonne nuit, Esin, » murmura-t-il. Et il sortit. Elle attendit 1 minute, puis 2, puis s'écroula sur le lit, le souffle court. Elle était arrivée. Elle avait échappé à la misère. Mais à quel endroit exactement avait-elle mis les pieds? Elle regarda autour d'elle. Le luxe, le silence, l'odeur de fleurs fraîches. Et pourtant, elle se sentait piégée. Le lendemain, le soleil de Lagos se leva sur un ciel voilé. Dans la suite luxueuse, Esin se réveilla en sursaut. Elle avait mal dormi. Des images floues de son père, de Chief Adedayo, et de trains sans fin avaient hanté sa nuit. Elle trouva sur la table une boîte en velours. À l'intérieur, une robe rouge bordeaux, élégante, sobre, assortie à des escarpins et un collier discret. Aucun mot, mais le message était clair. À 19 heures, une voiture vint la chercher. Elle fut conduite dans un grand hôtel de Victoria Island. Hall de marbre, rideaux de velours. Des gardes vérifièrent les invitations à l'entrée, tandis que des hommes en smoking riaient avec des femmes scintillantes de bijoux. Esin marchait lentement, intimidée. Ses talons claquèrent sur le sol ciré. Chaque regard qu'on lui lançait semblait la disséquer. On la saluait poliment. « Mademoiselle Okafor, ravie. » La nouvelle recrue du chief, je suppose. Elle ne savait plus si on l'admirait ou si on la jaugeait. Chief Adedayo fit son entrée, sourire large, entouré de 2 sénateurs. Il la rejoignit, posa une main légère dans son dos. « Ah, magnifique! Tu es parfaite, Esin. Reste à mes côtés ce soir. Observe, apprends, et surtout, souris. » Le gala battait son plein. Buffet interminable, discours creux, flash de journalistes. Mais dans un salon adjacent, à l'écart du regard public, Esin découvrit l'autre visage du réseau. Des filles, jeunes, belles, silencieuses. Assises autour d'un mini-bar, elles buvaient du vin en riant trop fort. Certaines semblaient avoir à peine 18 ans. D'autres affichaient des sourires figés, comme s'ils étaient collés à leur visage. Une d'elles s'approcha d'Esin. Eau noire moulant, regard vif. « Tu es nouvelle, ça se voit à ta démarche. »« Premier gala ?» Esin hocha lentement la tête. « Je suis boursière de la fondation. » L'autre éclata de rire. « On l'est toutes, ma chérie. Toutes brillantes, toutes boursières, toutes décoratives. Bienvenue dans la vitrine. »
Elle but une gorgée, puis s'approcha de son oreille. « Tu veux un conseil? Joue le jeu. Regarde droit devant. Et surtout, ne pose jamais de questions. » Ezine resta figé. Son rêve d'université, son envie de justice. Était-il en train de fondre dans un monde fait de verre levé et de silence acheté? Chief revint la chercher. Il avait un ministre à lui présenter. « Ah, Monsieur Baccar, et voici l'une de nos étoiles montantes, une future avocate qui saura servir ce pays. Ou ceux qui le dirigent. » Ezine tendit la main. Le ministre la regarda comme on regarde un objet brillant. Elle serra les dents. Ce soir-là, elle comprit. Elle était entrée dans un théâtre puissant, et elle était devenue l'un des costumes. Le gala se prolongea jusqu'à minuit passé. Les discours s'étaient transformés en toasts, les sourires en masques fatigués, et les regards en contrats tacites. Tout était codé. Tout était stratégie. Ezine, elle, tenait encore debout, le dos droit, le menton levé, son estomac noué. Chaque compliment qu'on lui lançait sonnait faux. Chaque main qui effleurait son bras semblait vouloir évaluer son prix. Chief Adedayo l'avait gardé à ses côtés toute la soirée. Il l'avait présenté à des PDG, à des directeurs de banque, à des ambassadeurs étrangers. Voici Ezine, 19 ans, brillante, déterminée, une enfant de la République. Mais à mesure que la nuit avançait, la façade se fissurait. Dans un salon privé, un groupe de 5 hommes s'était rassemblé autour d'une table basse. De vieux briscards du pouvoir, riches, influents, souriants et cyniques. Chief Les y avait rejoint avec Ezine, comme s'il présentait un nouveau modèle de voiture ou un bijou rare. Elle nous vient de Kubwa, une perle brute. Je vous laisse l'écouter, elle saura vous convaincre. Il s'assit. Ezine resta debout, droite. Ils la fixaient tous comme un jury silencieux. Mom Malor lança l'un d'eux en buvant une gorgée de cognac. Tu veux défendre qui, petite? Le peuple? Les pauvres? Les rêveurs? Un autre éclata de rire. Elle veut être avocate. Peut-être qu'elle finira par nous attaquer, qui sait. Le troisième, plus âgé, se leva, marcha lentement vers elle. Il tenait un verre et le balança doucement de gauche à droite. « Tu es jolie, Ezine. Trop jolie pour gâcher ta vie dans les tribunaux. Laisse les causes perdues aux pauvres. Ici, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu veux un cabinet? Une voiture? Des papiers? C'est nous qui signons. » Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. « Ben, mais on n'investit pas dans une femme qu'on ne connaît pas intimement. » Un silence glacé. Chief Adedayo ne réagit pas. Il sirotait son vin comme si c'était une scène habituelle, normale. Ezine sentit la panique monter. Elle allait parler, refuser, partir. Mais sa voix resta bloquée dans sa gorge. « Ah alors? Tu ne souris plus ?» Le ministre tendit la main vers sa joue. Elle recula brusquement. Le chef de la sécurité, à la porte, tressaillit. Chief Adedayo se leva lentement. « Ah, messieurs, Ezine n'est pas encore habitué à vos plaisanteries. Donnons-lui le temps de comprendre le langage du pouvoir. » Un rire étouffé parcourut la pièce. L'homme recula en haussant les épaules. « Oh, tant pis. Il faudra bien qu'elle apprenne, ou qu'elle rentre à Kubwa. » Ezine sentit ses jambes trembler, mais elle ne pleura pas. Elle sortit du salon, droite, sans dire un mot. Les murs du couloir semblaient plus grands, plus lourds, et dans les miroirs dorés, elle ne reconnut plus son propre reflet. Elle venait de franchir une frontière, et derrière elle, il n'y avait plus de retour. La voiture noire s'arrêta discrètement au bout d'un sentier sablonneux de Kubwa. Le chauffeur n'émit aucun son. Il descendit, ouvrit la portière et attendit. Ezine sortit. Elle portait un pantalon beige, un chemisier propre et des sandales neuves. Mais malgré ses habits impeccables et le sac de provisions qu'elle tenait, elle avait l'air vide, comme si une partie d'elle-même s'était détachée là-bas, à la gosse, et refusait de revenir. La rue était silencieuse. Les enfants jouaient plus loin. Une femme lavait des vêtements sur une pierre. Tout était à sa place, inchangé, comme si le monde n'avait pas remarqué son absence. Elle entra dans la maison. L'odeur familière de savon noir, de poussière et de feuilles séchées l'assaillit. La natte tressée n'avait pas bougé. Le mur était toujours fissuré. Chijioke courut vers elle en criant son nom. « Oh, Zini! Tu es revenu! Tu as vu l'université? Tu es monté dans le train? Tu as vu la mer? » Il l'entoura de ses petits bras. Elle s'accroupit, le serra fort contre elle, respirant son odeur d'enfance, de sueur et de tendresse. « Ah oui, petit frère, j'ai vu tout ça. » Il courut lui montrer ses nouveaux dessins. Il avait gribouillé des figures d'hommes politiques, des microphones, des scènes de procès. « Tu sais, moi aussi je veux devenir journaliste. Comme papa, je veux écrire
ce que les gens ont peur de dire. « Tu crois que je peux ?» Ezine sentit sa gorge se nouer. Elle posa une main sur sa tête. « Tu peux tout faire, Chiji, mais surtout, ne laisse jamais quelqu'un t'acheter, même avec des mots doux, même avec de l'or. Promets-moi ça. » Il hocha la tête sans comprendre la gravité de ses paroles. Plus tard, dans la cuisine, sa mère sortit lentement de l'ombre. Elle semblait plus maigre. Plus lasse. « Ils t'ont bien nourri là-bas. On dirait que tu reviens d'un autre monde. » Ezine déposa les provisions sur la table. Riz, tomates, savon, une boîte de lait. « Je suis juste allée chercher de quoi survivre, maman. Rien de plus. » Elles restèrent un long moment sans se parler. Puis sa mère murmura « Toi, tu as vu leur monde. Maintenant, tu comprends pourquoi ton père voulait les dénoncer. » Ezine hocha lentement la tête. Elle comprenait. Elle n'était plus une fille de Coubois. Elle était un pont entre deux mondes. Et sous ses pieds, il y avait des vérités prêtes à exploser. La nuit était tombée sur Coubois, enveloppant le quartier d'un manteau tiède. Les lampadaires vacillaient. Des voix lointaines, des chants religieux, des motos au loin, la vie suivait son cours. Mais dans la chambre d'Ezine, quelque chose venait de changer. Assise devant son petit téléphone, connectée au Wi-Fi volé du cybercafé voisin, elle lisait en boucle un article vieux de 2 mois, retrouvé dans les archives numériques d'un site local. Le chantier de rénovation de la route. Zubagwagwalada. Un budget de plusieurs milliards, sans contrôle clair. En bas de page, un commentaire laissé anonymement. Celui qui veut parler finira sous les roues. Elle sentit une sueur froide glisser entre ses omoplates. Ce soir-là, Ezine n'était pas juste curieuse. Elle était en chasse. Elle recolla les morceaux, les noms entendus au gala, les mains glissantes, les conversations étouffées, les regards qui disaient tout sans rien dire, et surtout, ce souvenir flou, une phrase, une voix grave, une loge. Un homme au téléphone pensant qu'elle dormait dans la pièce voisine. Il n'avait qu'à se taire. Maintenant, sa veuve ne mangera que des regrets. Et sa fille, eh bien, elle mangera dans ma main. Elle s'était réveillée cette nuit-là glacée, mais avait cru rêver. Ce n'était pas un rêve. Elle s'en souvenait parfaitement maintenant. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un des hommes présents au gala. Et il parlait de son père et de sa mort. Elle se leva d'un bond, fouilla dans son sac, sortit un petit carnet noir, le même qu'elle utilisait pour ses résumés de droit. Page après page, elle nota. Noms entendus. Dates. Expressions précises. Movement suspect. Puis, elle ouvrit le tiroir sous son lit. Elle y glissa le carnet, enveloppé dans un sac plastique, sous une vieille pile de vêtements. Elle ferma les yeux. Sa respiration était courte, précipitée. Ce n'était plus une étudiante. Ce n'était plus une fille de quartier. C'était une témoin. Une pièce, une menace. Et peut-être la dernière voix de son père encore debout. Lundi matin, retour à Lagos. Le campus de l'université, vaste et bouillonnant, semblait être un autre monde. Étudiants en uniforme, bâtiments modernes, rires dans les couloirs. À première vue, rien n'avait changé. Mais Ezine, elle, avait changé. Elle se tenait droite, sac en bandoulière, carnet dissimulé dans une poche intérieure cousue à la main. Son regard allait de visage en visage. Chaque sourire lui paraissait suspect. Chaque main tendue, une menace voilée. Chief Adedayo l'attendait à la sortie du bâtiment administratif, devant sa voiture noire habituelle. Costume beige clair, lunettes dorées, sourire parfait. « Alors, future avocate, bien installée à la résidence? Le campus te plaît ?» Ezine répondit poliment. Mais intérieurement, elle comptait les pas. Les caméras, les échappatoires. Depuis le gala, elle avait compris. Il ne la voyait pas comme une fille brillante, mais comme une propriété, un investissement, et désormais une menace possible. Car elle savait ce qu'il avait fait, et il devait commencer à le deviner. Ce soir-là, elle reçut un message d'un numéro inconnu. « On doit parler. Il y a des choses que tu ignores. RDV 21h, derrière le bâtiment de sciences sociales. Viens seule. » Elle hésita, longtemps. Mais à 20h45, elle quitta sa chambre, le cœur battant. Elle arriva à l'endroit. Le vent soufflait légèrement. Une lampe clignotait au-dessus d'un vieux conteneur métallique. Un homme l'attendait, jeune, casquette enfoncée, voix basse. « Tu t'appelles bien Ezine Okafor ?» Elle hocha la tête, méfiante. « Ton père n'est pas mort par hasard. Il avait des documents, des noms. Il m'avait contacté avant l'accident. Je suis journaliste indépendant. Il voulait parler. Et puis, plus rien. J'ai cru qu'il avait changé d'avis, jusqu'à ce que je voie ton nom apparaître dans la liste des boursières de la Fondation Adedayo. » Il lui tendit une clé USB.
Mais voici une copie de ce qu'il m'avait envoyé. Je les ai gardés, au cas où. » Avant qu'elle ne réponde, 2 phares s'allumèrent dans l'ombre. Une voiture noire. Trop tard. Le jeune homme recula. « Coco, cours maintenant !» Elle s'élança dans le noir, la clé USB serrée dans sa main comme un fragment de vérité. Des pas résonnaient derrière elle. Elle ne savait pas qui. Elle ne voulait pas savoir. Elle s'engouffra dans un vieux bâtiment abandonné du campus. Elle haletait, tremblait, mais n'avait plus peur. Elle savait désormais. Elle avait les preuves. Mais elle savait aussi ceci. Elle était piégée. La nuit fut longue. Ezin ne dormit pas. Elle s'était cachée dans une salle de classe oubliée, quelque part au fond du département de sociologie, le cœur battant, la main crispée sur la clé USB. À l'aube, elle sortit, discrètement, lissa ses vêtements, reprit son souffle. Puis elle rentra dans sa chambre d'étudiante comme si de rien n'était. Mais elle n'était plus la même. Elle avait franchi une ligne, et désormais, elle allait se battre avec des preuves. Dans la semaine qui suivit, Ezin évita tous les événements de la fondation. Elle déclina les appels du chief, ignora les messages insistants de ses assistants. Elle changea de routine, ne prenait plus les mêmes chemins, évitait les visages trop familiers. Elle traquait dans l'ombre, sans se faire remarquer. Avec prudence, elle contacta 2 personnes. Une professeure de droit constitutionnel, réputée pour son intégrité, et une étudiante en informatique, activiste discrète, spécialiste du net nettoyage. Leur plan se mit en place. Chaque jour, après les cours, elle scannait les documents, fichiers bancaires, listes de paiements fictifs, emails codés, dossiers d'appels d'offres truqués, des documents que le père d'Ezin avait rassemblés, au péril de sa vie. Ezin les recoupait, les traduisait, les classait. Son petit carnet noir devint une véritable cartographie de la corruption. Elle découvrit des noms qu'elle avait déjà entendus, des ministres, des généraux, et Chief Adedayo au centre de tout, comme une araignée dans sa toile dorée. Mais plus elle avançait, plus elle savait, ce qu'elle détenait pouvait faire exploser Abuja. Alors elle envoya un message au jeune journaliste qui lui avait remis la clé. « J'ai besoin de toi. » Il est temps. Ils se rencontrèrent en secret dans une bibliothèque désaffectée de l'université. Pas de lumière, pas de caméra, juste un vieux projecteur et un ordinateur. Ils préparèrent un dossier, puis une vidéo. Ezin y parlait. Calme, digne, anonyme, floutée. Elle racontait tout. Son père, le chantier, la bourse, le chief. Puis elle termina par ces mots. Je ne suis qu'une fille de Kubwa, mais je sais une chose. Le silence est une arme. Et aujourd'hui, je refuse de me taire, même si ça me coûte tout. Le journaliste la regarda, ému. « Tu sais que si on publie ça, tu deviens leur cible. » Elle hocha la tête. « Je l'étais déjà, mais maintenant je suis armé. » Lagos, 3 jours plus tard. Il était 9h02 du matin, un mardi. Le soleil frappait fort, mais un frisson courait déjà dans les réseaux. Une vidéo de 10 minutes venait d'être mise en ligne par un blog anonyme. Titre: Le sang derrière le béton. Confession d'une fille de Kubwa. Le visage flouté d'Ezin apparaissait. Sa voix, modifiée pour la protéger, racontait avec calme et précision une vérité brutale. La corruption des élites, les chantiers fictifs, la mort de son père. Les abus derrière les bourses de la fondation Adedayo. Les images défilaient, documents. Captures d'écran, extraits audio, plans de financement, chaque pièce tombait comme une balle. Et le public écoutait. En 1 heure, la vidéo fut partagée par des activistes à Abuja, Kano Paris Londres. Les journalistes s'en emparèrent. Le mot Adedayo devint viral. Le chief, lui, comprit immédiatement. Il lança ses hommes, fouilla les dortoirs, chercha dans les listings. Mais Ezin avait disparu. Elle s'était volatilisée. À Kubwa, sa mère recevait un appel d'un numéro inconnu. Une voix douce, féminine. « Madame Okafor, votre fille est en sécurité. Elle est protégée et elle est plus forte que vous ne l'imaginez. » La mère d'Ezin se mit à pleurer sans bruit. Pas de peur, de fierté. Dans une petite chambre isolée, quelque part hors du pays, Ezin fixait un écran. Le compteur de vues explosait. Son cœur battait vite, mais son visage était calme. Elle savait que sa vie d'avant était finie. Mais elle avait choisi. Elle avait choisi la vérité. Choisi de ne plus être une victime. Choisi de porter la voix de ceux qu'on fait taire. Le journaliste, assis près d'elle, lui murmura « Ah, tu viens de déclencher une tempête. Tu ne pourras plus faire marche arrière. » Elle répondit
Je ne veux pas, parce que c'est ce qu'il aurait fait. Mon père, il n'a pas fui. Et moi non plus. Puis elle regarda par la fenêtre. Le monde dehors était vaste, incertain, dangereux, mais pour la première fois depuis longtemps, Ézine n'avait plus peur. Fin de la séance 1, la promesse d'Abuja.